Bonsoir à toutes et à tous. Et encore merci de nous pardonner ces quelques minutes de retard. Si vous avez lu Mars Actu aujourd'hui, il y a un article intéressant. Je cite: cet audit sur la vidéosurveillance que la mairie de Marseille a préféré minimiser. Je continue à citer. Mars Actu a enfin lu l'audit sur la vidéosurveillance réalisé par la ville de Marseille en 2021, mais jamais rendu public. Le rapport montre de vraies faiblesses dans l'efficience du réseau et son coût. Le printemps marseillais a toutefois choisi de développer le dispositif. Eh bien, on va parler de vidéosurveillance, d'intelligence artificielle avec Félix Tréguet, qui est chercheur au CNRS et qui est également membre de l'association, que j'oublie toujours, la Quadrature du Net. Et donc ce soir, on va parler de vidéosurveillance, d'intelligence artificielle et puis de répression policière. Merci Félix de participer à cette conférence. Merci pour l'invitation. Et puis tu as 1 heure pour nous expliquer. Très bien. Je vais essayer de peut-être d'être un peu plus court, qu'on ait davantage de temps pour les échanges. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à rebondir et à lever la main pour qu'on puisse échanger. Je suis donc marseillais depuis une dizaine d'années et donc membre de la Quadrature du Net depuis 16 ans, un peu plus même. Et ces 6 dernières années, j'ai pris part avec plusieurs camarades à un projet de recherche-action visant à documenter les technologies de surveillance policière. Et ça a commencé cette histoire à Marseille en novembre 2017, où le journal Le Monde publie un article à l'époque. La journaliste Claire Legros couvre les questions relatives à ce qu'on appelle à ce moment-là les smart cities, les villes intelligentes saturées de capteurs informatiques et de technologies très sophistiquées pour outiller la gouvernance urbaine. Elle fait un article où elle le met complètement, donc un article qui porte sur une annonce qui vient d'être faite par la mairie de Marseille, à l'époque encore dirigée par Jean-Claude Gaudin et la majorité sortante à l'époque, sur l'observatoire Big Data de la tranquillité publique, qui est présenté comme un grand projet de Smart City. Alors, ce nom un peu orwellien renvoie à une plateforme de croisement de données issues des services de police municipale, des hôpitaux de Marseille, de la régie de transport, des statistiques sur la délinquance, sur les données aussi issues des données de bornage de nos téléphones, qui permettent de voir à quelles antennes relais vous êtes connectés à un moment T, et du coup d'avoir une idée de la dispersion géographique de la population à un moment donné. On a beaucoup vu ça à l'époque du Covid pour expliquer les flux de population malgré les mesures de confinement. Donc bref, en 2017, ce projet est vraiment présenté en grande pompe, mais avec assez peu d'informations, et Le Monde couvre la conférence de presse et le communiqué de presse qui annonce son lancement, sans vraiment parler des aspects liés aux enjeux de liberté publique. Ce qui nous vaut de réagir à cet article, et elle accepte une petite correction pour le mentionner. Et du coup, à partir de là, on a fait une demande d'accès aux documents administratifs, qui est un droit ouvert à chaque citoyen, citoyenne, pour avoir accès à des informations administratives les intéressant. C'est une loi de 78 qui a permis ces progrès en matière de transparence de l'État. Et donc, quelques mois plus tard, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, donc c'était fin novembre, le 29 novembre, ce communiqué de presse. Et en février 2018, je reçois une enveloppe assez épaisse avec plusieurs épais documents concernant ce projet. Et en fait, en lisant, tout ce que je vous ai évoqué très rapidement sur les croisements de données et les sources des données, ce n'était pas en fait dans le communiqué de presse. Le communiqué de presse mettait en avant l'innovation, l'optimisation de la gouvernance urbaine, les questions de tranquillité publique, donc beaucoup de termes un peu, une communication assez typique dans la novlangue administrative et politique. Mais en fait, quand on regarde les documents associés au marché public que vient de remporter à l'époque l'entreprise Engie Ineo, on comprend qu'en fait, il s'agit aussi de surveiller les réseaux sociaux. Donc ça, c'est les documents auxquels j'ai accès. Qu'il s'agit de surveiller les réseaux sociaux. Enfin, le projet semble très ambitieux et très inquiétant de ce fait. Il est également question de glaner des données, de croiser tout un tas de données, mais aussi de recourir à la vidéosurveillance intelligente, donc le croisement de l'IA pour surveiller automatiquement les flux de vidéosurveillance et détecter des comportements suspects, sachant que quelques mois plus tôt, l'élite politique marseillaise a mentionné la possibilité de croiser la vidéosurveillance avec la reconnaissance faciale, donc une des applications possibles de l'IA
croisé avec la vidéosurveillance. Et c'est un article des Échos, l'été 2016 de mémoire, c'est Caroline Posementier, qui est l'adjointe à la sécurité à l'époque, et qui parle du fait qu'on pourrait utiliser la reconnaissance faciale pour essayer de détecter les personnes fichées S dans l'espace public automatiquement en croisant la vidéosurveillance avec la reconnaissance faciale. Donc il y a des vraies velléités en la matière, et on retrouve ça dans ces documents. Donc cette première enquête, donc ça fait l'objet d'une première réunion publique à Marseille en mars 2018, et on constitue comme ça un petit groupe de personnes en quelques mois pour essayer de plancher, en savoir plus sur les projets qui sont en cours et aussi lutter contre ce projet d'observatoire Big Data en essayant de faire davantage de transparence et en faisant valoir aussi les risques en matière de liberté publique. Mais en fait, plus on regarde, quelques mois plus tard, on a aussi des documents qui nous sont envoyés par un lanceur d'alerte de Nice sur un projet de Safe City, donc déclinaison sécuritaire de la Smart City, qui est un projet un peu similaire, en tout cas dans son ambition, à celui qu'on a vu à Marseille. Et en creusant, au fil des semaines, on se rend compte que beaucoup de projets comme ça SM à travers le pays. Là, c'est une carte dans les premiers mois de notre enquête en 2019, que ce soit des systèmes de police prédictive qui visent à prédire le risque que des infractions ou des actes de délinquance soient commis dans tel ou tel quartier afin d'orienter les patrouilles. Donc ces systèmes de police prédictive, des drones, des capteurs sonores. Par exemple, la ville de Saint-Étienne envisage de déployer des capteurs sonores intelligents pour détecter des bruits suspects dans un quartier populaire du centre-ville dans le cadre d'une expérimentation, et envoyer automatiquement des drones filmer la scène si un bruit suspect a été déclenché avant de décider de l'intervention des forces de l'ordre. Et donc la vidéosurveillance automatisée dont je vous parlais à l'instant, ou vidéosurveillance algorithmique. Et donc c'est de cette manière qu'on a lancé la campagne Technopolis, avec l'idée que si ces déploiements se faisaient à l'échelon local, non pas à travers de grands programmes ou de grandes lois plutôt, votés au niveau du Parlement, mais que ces choses-là essaimaient en fait à l'échelon local. C'était à l'échelon local qu'il fallait les combattre, les documenter, et que nous, notre petite équipe d'une demi-douzaine de personnes, on n'allait pas pouvoir être à la hauteur. D'où l'idée de mettre en place une plateforme avec quelques outils, un forum où on pourrait discuter des stratégies, un site web. Là, vous avez une photo, par exemple, qui avait été prise par un participant au forum qui montrait à l'époque qu'il y avait aussi un projet d'expérimentation de la reconnaissance faciale pour surveiller les entrées et sorties des établissements scolaires, des lycées, plus spécifiquement à Nice et Marseille. On avait travaillé avec des syndicats enseignants à l'époque et la LDH. Et ça, c'était les portiques qui étaient en cours d'installation avant qu'on en parvienne à faire interdire cette expérimentation. On met en place une base de données documentaire sur laquelle on va publier tous les documents administratifs qu'on a pu obtenir et scanner pour les mettre en ligne et commencer à intéresser des journalistes qui peuvent enquêter sur ces systèmes, d'autres groupes citoyens, des chercheurs et chercheuses aussi qui, à l'époque, ne travaillaient pas encore vraiment sur ces questions. On met en place une plateforme de fuite de documents chiffrés pour que des lanceurs d'alerte puissent nous envoyer de la documentation. On lance des premières actions en justice. Je viens de mentionner le recours, enfin, j'ai fait allusion au recours qu'on a fait contre le système de reconnaissance faciale, qui était la première grande décision permettant d'interdire donc cette expérimentation de la reconnaissance faciale dans des lycées qui a fait jurisprudence. On a réussi à faire interdire les drones aussi, les drones policiers qui étaient déployés sans aucun cadre légal pendant plus de 2 ans, à partir de 2020, même avant en fait, mais en 2020 on a commencé à les attaquer. On a également attaqué la reconnaissance faciale dans le fichier TAGE, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Des actions de rue, là, donc là on est devant un lycée pour essayer d'avertir les lycéens qui allaient faire l'objet de cette expérimentation de la reconnaissance faciale. Des cartographies, comme il y en a eu encore à Marseille ces dernières semaines, où en petits groupes on se balade dans l'espace public urbain pour géolocaliser des caméras et les renseigner dans des bases de données cartographiques. C'est aussi une manière de se former, de dialoguer aussi avec les gens qu'on croise sur notre route pour sensibiliser à ces enjeux. Ouais, moi j'ai restitué ça dans un livre qui est paru l'année dernière qui s'appelle Technopolis et qui revient un petit peu sur ce projet de recherche-action. Et je vais vous donner un peu un aperçu des grands enseignements à travers cette présentation qui sont donc présentés dans le livre. Et d'abord, la première partie, elle concerne un peu la manière dont ces technologies très intrusives en matière de surveillance et d'atteinte aux libertés publiques voient le jour. Parce qu'au moment où nous, on commence à faire la lumière sur ces déploiements, ça fait en fait des années que ces projets sont dans les cartons et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun débat public. Et on va mieux comprendre dans une réunion à laquelle on assiste à la Direction générale de la Gendarmerie nationale en septembre 2019,
où on a invité à venir parler de l'acceptabilité sociale de la reconnaissance faciale par des gendarmes. On est le seul groupe de la société civile, il y a une représentante de la CNIL, des parlementaires et en fait beaucoup d'industriels, de scientifiques et de hiérarques policiers et de policiers de base aussi ou de gendarmes qui se réunissent dans ces rencontres qui s'appellent les rencontres Technopolis, ils s'appellent comme nous. Depuis, ils ont abandonné ce nom, nous on a pu le garder, où ils discutent en fait des nouvelles technologies dont la police est susceptible de faire usage. Et donc là, il était question de la reconnaissance faciale. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'en fait, énormément de projets de recherche sont financés pour venir mettre au point ces technologies. On voit aussi à quel point ces technologies renvoient en fait à un fantasme policier. Quelques semaines plus tard, et pendant la conférence, il y a un colonel de gendarmerie qui est enseignant-chercheur au centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie, qui publie cette note sur la reconnaissance faciale, où il essaye d'inscrire cette technologie biométrique dans la longue histoire des technologies d'identification. Et il écrit « Sous réserve d'algorithmes exempts de biais, la reconnaissance faciale pourrait mettre fin à des années de polémiques sur le contrôle au faciès, donc le contrôle raciste discriminatoire qui fait controverse depuis des années, puisque le contrôle d'identité serait permanent et général. » Donc, tout le monde y est soumis, puisque en gros les caméras nous filment et analysent nos visages, les comparent à des bases de données. Donc ce contrôle d'identité, ces modes d'identification sont faits à la volée en temps réel pour toute la population. De même, elle permettrait une réactivité accrue pour les recherches de personnes vulnérables ou la traque de délinquants en fuite. Elle serait également de nature à instaurer un autocontrôle limitant les incivilités, respect du code de la route, déjection animale, dépôt d'ordures, sur le modèle du crédit social chinois. D'ailleurs, je rebondis en essayant de faire le lien aussi avec ce qui s'est passé à Marseille depuis 2017, puisqu'il y a eu une annonce, c'était je crois en 2022 ou 2023, où Yannick Ohanessian, l'adjoint actuel en charge de la sécurité à Marseille, donc issu du Parti socialiste, s'était proposé d'utiliser la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les dépôts sauvages d'ordures automatiquement. Donc voilà, il y a cette idée de à la fois une technologie qui va permettre d'identifier et de réprimer, mais aussi de dissuader. Et on sent, enfin il écrit même plus bas à quel point cette technologie, sous réserve d'un niveau de fiabilité acceptable, puisqu'à l'époque on parle encore beaucoup des biais racistes et sexistes de la reconnaissance faciale qui marchent moins bien sur les visages de femmes ou de personnes racisées. Et il dit elle vient consacrer la démarche d'anthropométrie judiciaire entamée il y a 150 ans pour identifier les fauteurs de troubles qui auparavant étaient marqués au fer rouge pour les plus dangereux. Donc on gagne un peu au change, hein, c'est moins douloureux certes. L'intérêt de cette technologie est d'exécuter systématiquement et automatiquement des actes de base des forces de l'ordre que sont l'identification, le suivi et la recherche d'individus, en rendant ce contrôle invisible. Et donc on a vraiment là l'idée d'un contrôle qui est permanent, général et invisible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, enfin, vous pouvez le supputer, mais vous ne savez pas, contrairement au moment où les flics vous arrêtent pour vous demander vos papiers, que vous êtes soumis à un contrôle d'identité. Donc voilà, cette entrée dans un monde de la surveillance permanente, générale et invisible. Et ça renvoie, je n'ai pas la citation, mais à des passages de Foucault dans Surveiller et punir, de Michel Foucault, le philosophe, où il décrit le fantasme policier total d'une surveillance permanente, générale et exhaustive, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais disséminée partout dans le champ social, qui peut tout voir à condition de se rendre elle-même invisible. Et donc là, on est, en fait, sans le savoir, je pense, je ne suis pas sûr qu'il avait Surveiller et punir en tête lorsqu'il écrivait ces lignes, le commandant Schoner, mais il régurgite presque mot pour mot le fantasme policier tel que le décrivait Foucault à partir de son histoire de la prison dans Surveiller et punir. Et il faut savoir, enfin, ce qu'on comprend aussi lors de cette journée de septembre 2019, c'est à quel point les intérêts industriels en jeu sont colossaux. Là, c'est les chiffres mis à jour, mais qui datent de l'an dernier. Le marché mondial de la reconnaissance faciale, c'est 16% de croissance par an, qui devrait atteindre 12 milliards de dollars en 2028. Toutes les autres applications de la vidéosurveillance algorithmique, donc IA croisée à la vidéosurveillance, 5,6 milliards en 2023, ça pourrait représenter 16,3 milliards en 2028. Donc c'est des marchés en pleine croissance qui croissent encore plus vite que le marché de la sécurité de manière générale, qui lui aussi connaît des taux de croissance bien supérieurs à celui de nos économies. On a lors de cette journée la personne chargée de la prospective à la préfecture de police de Paris qui nous présente plusieurs projets de recherche auxquels la préfecture de police de Paris a pris part depuis des années, en lien avec des industriels, pour développer et expérimenter sur le terrain la reconnaissance faciale. Et là, on comprend à quel point, on s'en doutait, on commençait à le voir, puisqu'à l'époque,
l'Agence nationale de la recherche lance plusieurs appels à projets pour des technologies de surveillance en lien avec la sécurité lors des Jeux Olympiques qui sont annoncés. On est bien en amont, mais en effet, les programmes de recherche européens ou français abondent de milliards d'euros dans des programmes pluriannuels la recherche industrielle en matière de technologie de surveillance. Or, ces programmes, cette allocation de moyens a été décidée dans le cadre de processus très technocratiques qui ne font l'objet d'aucun débat public. Souvent, il y a eu des livres blancs en amont, mais qui n'ont pas été décidés. C'est des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui les compilent, qui vont ensuite se réunir avec des représentants de l'industrie. Donc, au niveau du ministère de l'Économie, notamment, il y a ce qu'on appelle les comités de filière, qui représentent différentes filières industrielles françaises. Et il y a notamment le COFIS, le comité de filière des industries de sécurité, qui s'est mis en place au courant des années 2010 et qui, comme ça, va aider l'État à établir en fait, des politiques publiques, à la fois en matière de recherche, en matière de formation, en matière de commande publique, en matière aussi d'adaptation de la législation aux nouvelles technologies qui sont en train d'être déployées. Et donc, comme ça, une espèce de capture réglementaire extrêmement forte au niveau de ces organismes parapublics dans lesquels on retrouve en fait des cercles élitaires où voilà, c'est à la fois des industriels, mais enfin, je ne sais pas, pour donner qu'un exemple, à l'époque, on met tout ça à jour. Le directeur de la stratégie de l'entreprise, la multinationale Thales, qui est un grand... qui pousse à fond pour les programmes de Safe City. J'oublie son nom, mais c'est l'ancien directeur de cabinet Delphine Bateau au ministère de l'écologie. Et en fait, il est passé ensuite chez Thales. Et il y a comme ça des allers-retours très fréquents entre, disons, au cadre des multinationales de la sécurité, les cabinets ministériels, voire le Parlement, les ministères de manière générale. Donc nous, au moment où on commence à travailler sur ces questions, en 2018-2019, on est au stade où la recherche a déjà mis au point ces technologies. Et là, l'enjeu pour les industriels, c'est de pouvoir les tester de manière grandeur nature, de voir si elles correspondent bel et bien aux usages et aux attentes des professionnels de sécurité que sont les policiers. Et donc, on voit poindre des expérimentations sur le terrain, décidées là encore de manière dans le cadre de processus très opaques. Et là encore, beaucoup de programmes budgétaires qui vont abonder en crédit public ces expérimentations. Donc, par exemple, la Banque publique d'investissement, qui aujourd'hui réoriente une grande partie des investissements publics et privés en matière d'innovation vers les industries de défense et les technologies de défense. À l'époque, le grand sujet, c'est les Safe City. C'est d'ailleurs très souvent les mêmes boîtes qu'aujourd'hui pour ce qu'on appelle la DevTech. Mais c'est des millions d'euros d'avance ou de subventions pour ces projets d'expérimentation. On voit l'Agence nationale de la rénovation urbaine, dont on se demande un peu ce qu'elle peut avoir à faire avec ces technologies sécuritaires, qui va financer la reconnaissance, l'installation de systèmes vidéo de reconnaissance automatique des émotions dans des halls HLM pour tester ces technologies. En gros, c'est pour mesurer le taux de satisfaction des habitants et habitantes avant et après travaux de réfection. Et voilà pour quelques exemples. Mais oui, à Marseille, l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique, c'est des fonds structurels européens, des fonds FEDER, donc pour résorber les inégalités entre régions, qui sont alloués à la région PACA et utilisés de manière assez discrétionnaire pour financer des projets. Là, en l'occurrence, donc pour faire de la reconnaissance... Pardon, c'est le projet de reconnaissance... Non, attendez. Non, c'est bien l'Observatoire Big Data qui mobilise les fonds FEDER. On se demande s'il n'y aurait pas eu d'autres... usages de cet argent public. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour résorber les problèmes que connaissent nos territoires. Et nous, alors clairement, pour finir ce petit tour d'horizon et mon récit de cette journée à Issy-les-Moulineaux, à la Direction générale de la Gendarmerie nationale, nous, notre propos avec mon collègue Martin qui m'accompagne, c'est de vraiment pas passer pour les idiots utiles, parce que clairement, là, ce qu'on attend de nous, c'est de pouvoir... dire en gros qu'est-ce que serait qu'une reconnaissance faciale acceptable, une reconnaissance faciale en temps réel inacceptable, quelles seraient les lignes rouges juridiques à tracer dans une idée de créer un consensus, en tout cas peut-être l'espérait-il, autour de l'enjeu de la légalisation de la reconnaissance faciale en temps réel, qui à ce jour n'est pas légale en France, j'y reviendrai. Et clairement, pour nous, ce qu'on affirme ce jour-là, et qui va être une ligne qu'on s'est fixée dans cette campagne Technopolis, c'est de dire non. En fait, nous, on a l'expérience de ces débats en matière policière, en matière sécuritaire. On sort de plusieurs années à l'époque de débats sur l'état d'urgence. Et on sait qu'une fois qu'une technologie est légalisée, c'est très facile
de l'étendre à de nouveaux domaines, qu'il n'y a jamais de retour en arrière, et que le droit, les quelques lignes rouges qu'on arrive parfois à inscrire dans le droit pour protéger les libertés, en pratique, elles ne tiennent pas dans le temps, ou en pratique, elles sont bafouées, quoi. Que les contre-pouvoirs sont très durs à faire valoir, que ce soit la CNIL ou les tribunaux, et que donc pour nous, le fait de passer dans ce régime d'une surveillance permanente générale et invisible de l'espace public, à travers ces technologies extrêmement puissantes, c'est comme perspective incompatible avec des formes de vie démocratique. Et l'exemple que l'on donne, c'est que si ces technologies avaient été déployées massivement dans les années 40, alors que la France était sous le coup du nazisme, il aurait été impossible d'organiser des réseaux dissidents capables de résister au fascisme. Et ça, on le disait en 2019. Quand on le dit en 2025, je crois que l'écho, disons que c'est moins, ça paraît moins, la comparaison historique paraît plus pertinente. Merci. Dans le livre, j'essaie à grands traits de faire, je vais passer rapidement parce que c'est une partie plus historique, mais en fait, essayer de voir à quel point les grilles d'analyse de Michel Foucault sur l'évolution du pouvoir, donc le pouvoir féodal, le pouvoir disciplinaire et le pouvoir sécuritaire, dont il fait la généalogie dans ses cours au Collège de France, à quel point ça trouve à s'appliquer en fait dans la manière dont la police urbaine s'est constituée et dont elle s'est appropriée différentes technologies depuis le 19e siècle. Et on pourrait penser, comme il y a beaucoup d'historiens, notamment d'historiens de la police, inspirés par Michel Foucault, que Surveiller et punir notamment est une référence très importante, que des travaux en la matière existaient déjà. Et en fait, j'étais assez surpris de voir qu'il y a des choses évidemment inspirées par Foucault en matière d'histoire de la police, mais rien qui retrace vraiment à grands traits, par une approche un peu des dispositifs, quoi, comme en suivant un peu ses méthodes d'enquête. Lui-même en parle un petit peu de manière cursive dans ses cours. Mais ouais, il n'y a pas eu vraiment de travaux d'historiens là-dessus. Et du coup, moi, j'ai essayé un peu parce que c'est quelques pages et j'avais pas beaucoup de temps pour l'écrire, mais de ramasser quelques éléments. Et évidemment, c'est un travail qui resterait à faire plus en détail. Mais du coup, ouais, l'enjeu, c'est d'essayer d'historiser ce type de dispositif-là, c'est-à-dire ces murs d'écran dans des salles de contrôle extrêmement sophistiquées qui permettent de piloter depuis un point central, d'assurer depuis un point central la sécurité dans la ville et tout cet imaginaire comme ça d'un contrôle en matière de gouvernance urbaine en lien avec les enjeux de sécurité. Ou ce type de visualisation aussi avec un tableau interactif où vous avez à la fois des espèces de représentations 3D d'un stade, des flux de vidéosurveillance qui vous arrivent en temps réel, des statistiques agrégées, des cartographies. Ça, c'est Thalès qui propose cette visualisation de ce qu'on appelle des hyperviseurs urbains. Et Foucault, effectivement, dans ses travaux, rappelle à quel point la ville, en tant que formation politique et spatiale, c'est quelque chose qui a toujours été, dans l'histoire des sociétés humaines, jusqu'à la modernité, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, a été un vrai défi en fait, pour le pouvoir, et notamment pour le pouvoir étatique qui se constitue à partir du XVIe siècle. Il rappelle notamment à quel point la ville, par excellence, était la ville franche. La ville qui avait la possibilité de se gouverner elle-même jusqu'à un certain point et dans une certaine mesure avec un certain nombre de limites bien marquées, donc négocier avec ses suzerains. Mais la ville représentait toujours une sorte de plage d'autonomie par rapport aux grandes organisations, aux grands mécanismes de pouvoir territoriaux qui caractérisaient un pouvoir développé à partir de la féodalité, donc en gros les États en formation. Donc il a fallu, dit-il, réconcilier le fait de la ville et la légitimité de la souveraineté des États qui s'affirmaient alors. Et Marseille, par exemple, typiquement, fait partie de ces villes du sud de la France qui jusqu'au moins au XIIe siècle, sont en fait des petites républiques, à l'image de certaines villes italiennes. Je vous renvoie aux travaux d'Alessi Dell'Umbria sur l'histoire universelle de Marseille, où il revient bien sur cette histoire. Mais c'est le cas aussi de bien d'autres villes à travers ce qui deviendra la France. Et donc l'État moderne se constitue vraiment comme une tentative d'affirmer cette proposition, cette incompatibilité entre le fait de la ville et le principe de la souveraineté. Et donc j'essaye comme ça à grands traits de montrer comment s'organise la police moderne et l'enjeu de la gouvernance et de la sécurisation des villes par le pouvoir. Et comment ça cadre donc avec cette généalogie des systèmes de pouvoir analysés par Foucault. Et notamment, on peut voir dans les grands travaux du Second Empire, notamment sous le baron d'Haussmann à Paris, mais ce serait vrai aussi de Marseille, la manière dont les agencements spatiaux, les grandes percées dans les villes, dont on dit
après Henri Lefebvre, qu'elles sont faites notamment pour amener les troupes au cœur des villes et éviter les insurrections ouvrières, à quel point elles obéissent en fait à des logiques d'organisation spatiale assez disciplinaires. Avec ma camarade Eda Nano, qui est membre du groupe Technopolis Marseille et une chercheuse avec qui on a travaillé sur les systèmes de police prédictive, elle a retrouvé des papiers qui sont... Enfin, il y a un statisticien américain qui travaille sur l'histoire de la statistique, qui a écrit sur ce personnage français assez peu connu, notamment en France, mais qui mérite de l'être, qui peut être perçu comme le père de la police sécuritaire. En gros, ces systèmes de gouvernance en temps réel qui font suite au système disciplinaire, j'y reviendrai peut-être. Mais en gros, là où il prépare déjà l'après-discipline quelque part, notamment en recourant à la statistique. Dans les années 1820, le ministère de la Justice français commence à centraliser les statistiques issues des tribunaux. Et donc, pour la première fois, on a des statistiques agrégées à l'échelle nationale sur les faits de criminalité à partir des condamnations dans les tribunaux du pays. Et Guéry va être le premier à établir entre ces statistiques de la délinquance et d'autres variables sociodémographiques des corrélations, et notamment pour battre en brèche l'idée que le taux d'instruction, par exemple, un taux d'instruction faible serait lié avec la pathologie sociale qu'est la délinquance. En gros, il montre qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux d'instruction et le taux de délinquance. Et donc, il va à l'encontre, disons, des fausses croyances de son temps, les paniques morales autour de l'idée notamment que les classes laborieuses peu éduquées seraient des classes dangereuses dans les sociétés industrielles qui se forment alors. Il invente aussi un appareil, qui aurait aussi sa place dans la généalogie de l'informatique, qui lui permet à partir de cylindres qu'il actionne comme ça, mais en fait on n'a jamais reconstitué la machine vraiment, on a juste les plans. Une espèce de machine qui vise à pas automatiser, mais à accélérer en tout cas le calcul de ces corrélations. Et je reviens rapidement aussi sur la manière dont l'ordinateur a été intégré au système de gestion urbain à partir de l'après-guerre, l'après-Deuxième Guerre mondiale, notamment d'abord aux États-Unis, sous l'influence de la cybernétique. Donc c'est cette pseudo-science en gros de système autorégulé, où l'idée qu'une société humaine, un cerveau, un ordinateur, le système solaire sont des systèmes qui sont soumis à des flux d'informations. Et donc la ville va être analysée comme un système cybernétique qui du coup sera d'autant plus facile à gouverner à partir de l'informatique. Et on voit poindre des premières expérimentations en la matière, notamment pour compiler des statistiques et prédire déjà certains processus. Et très vite, dans ces logiques d'appliquer l'informatique à la gouvernance urbaine, il y a des événements aux États-Unis qui vont conduire à une focale sécuritaire très marquée. Ce sont les révoltes dans les ghettos des grandes villes américaines, à Watts, à Los Angeles en 65. C'est vrai aussi l'été 67, et notamment à Détroit, où la garde nationale est envoyée. Il y a plus de 40 morts suite à ces révoltes antiracistes. Et donc, il va y avoir une grande peur aux États-Unis, le retour d'un discours basé sur la loi et l'ordre, comme on dit, et des rapports commandés par l'administration Johnson à l'époque, notamment le rapport Kerner sur le Challenge of Crime in a Free Society, où il y a tout un chapitre qui concerne l'application de la science et des technologies au problème de la criminalité. Ce qui va lancer tout un tas d'expérimentations. Là, vous avez le centre de commandement de Chicago. On voit déjà à quel point ça ressemble un petit peu au centre des opérations de Rio que vous avez vu tout à l'heure, qui pour le coup n'est pas un centre policier. Il y en a un autre qui a dû être utilisé notamment dans le pilotage de l'opération Macabre qui a eu lieu la semaine dernière dans les favelas, dans une favela de Rio. Mais voilà, beaucoup d'expérimentations qui sont lancées et qui, en fait, au bout de quelques années, on se rend compte qu'à part informatiser les fichiers de police, en fait, ces applications de l'informatique ne marchent pas vraiment, quoi. Donc c'est assez décevant. Mais toujours est-il que, comme l'explique cette historienne américaine, après les soulèvements noirs des années 60, après la fin de la croissance économique de l'après-guerre, l'idée que, en gros, ces révoltes contre un ordre qui, malgré les politiques de déségrégation, demeure raciste, ces révoltes ne débouchent pas sur des grandes politiques de redistribution, d'investissement dans le logement, dans l'éducation, dans la santé, pour tenter de réparer, de colmater des décennies d'esclavagisme et de ségrégation raciale.
les élites libérales démocrates se mettent d'accord avec les élites conservatrices pour consacrer des budgets très importants aux forces de l'ordre. Et c'est le début en fait de quelque chose qui connaîtra son apogée sous la présidence de Clinton dans les années 90 et qui a bien mis en évidence le sociologue Loïc Vacan, qui est l'idée d'une extension de la domination policière en lien avec l'inflation de la sphère carcérale pour contenir les désordres liés à l'insécurité sociale croissante, elle-même liée à l'explosion des inégalités, notamment dans un contexte de crise économique, donc à partir des années 70, et de réaction néolibérale. Donc en fait, il a cette formule Vacan qui est assez parlante, c'est la main libre du marché a besoin de la main de fer de l'État, quoi. Et ce qui explique que la population carcérale, les lois pénales explosent sous l'administration Clinton. C'est un mouvement qui est entamé donc à la fin des années 60. Et il se passe peu ou prou la même chose en France. C'est Laurent Bonelli, qui a un article très intéressant dans le Monde diplomatique de ce mois-ci d'ailleurs sur la lutte contre le narcotrafic, sur laquelle on pourra peut-être revenir parce que c'est assez pertinent pour Marseille, mais qui rappelle dans un ouvrage assez ancien qui s'appelle « La France a peur », à quel point, notamment le Parti socialiste, et ce sera intéressant pour discuter de la situation locale, à partir des années 80, se calque complètement sur ce discours de la loi et de l'ordre que la droite française instrumentalise depuis les années 70. En gros, pour instrumentaliser le sentiment d'insécurité, légitimer des politiques pénales de plus en plus dures et prendre le problème social de la violence et de la délinquance uniquement sous le prisme policier. Et il y a un rapport qui va jouer un rôle important à la fin des années 80, 89 ou 90, je ne suis plus sûr de la date, suite à des révoltes dans les quartiers populaires français. Il y a Julien Drey, alors tout jeune député socialiste, issu de SOS Racisme, qui va publier un rapport sur ces événements, qui reprend presque intégralement la vision policière et qui, du coup, légitime, là encore, une approche répressive en réalité. Et donc, de la même manière, en fait, on en est venu en France par le faisceau de tout un tas d'intérêts, de logiques liées au champ politicien, un alignement très fort et un consensus très fort dans une grande partie de la classe politique sur le fait que l'insécurité, la violence, la délinquance se traitent par la police. Et la police, pour faire son travail et multiplier ses interventions dans ce cadre-là, a besoin de technologie. Donc voilà, ça c'est des facteurs un peu, disons, historiques, quelques-uns des facteurs historiques qui président un peu au déploiement de la technopolice. La troisième partie du livre, elle porte sur les usages policiers. Qu'est-ce que concrètement ces technologies vont transformer dans la pratique policière? Et alors, je vous montre cette photo un peu perso, mais c'est un ami à moi avec qui je me suis fait un matching tattoo en 2008 lors d'un voyage en Chine. Et je l'ai perdu de vue pendant quasiment 10 ans. Et je l'ai retrouvé en 2022 dans le Colorado. Il était devenu policier. Et c'était un espèce de poète hippie qui a complètement changé de trajectoire de vie, ou en tout cas qui a une trajectoire, disons, assez étrange. Il s'est retrouvé avec 40 kilos de plus, quelques tatouages supplémentaires aussi, policier en patrouille dans le Denver Police District. Et du coup, j'ai été lui rendre visite. Et en fait, c'était une expérience très intéressante parce que là où, avec mes camarades, on avait énormément de mal, et c'est le cas aussi de chercheurs moins engagés, disons, à documenter concrètement, pour y revenir, parce que l'audit de la vidéosurveillance à Marseille est un bon exemple en fait, du manque de transparence, malgré la loi que j'évoquais tout à l'heure. C'est très dur d'avoir accès à plein d'informations, aux informations administratives sur ces programmes de surveillance, sur les usages, sur les statistiques. C'est aussi très dur d'avoir accès aux policiers, au personnel qui utilisent ces technologies pour comprendre ce que ça change à leur pratique. Les chercheurs en sciences sociales qui enquêtent là-dessus galèrent énormément à avoir accès à ces terrains, à avoir accès au personnel concerné. Et donc, on l'a par bribes, on peut quand même lire les gazettes et les lettres professionnelles du renseignement ou de la police pour avoir des bribes et certains témoignages. Il y a parfois les rapports de l'IGPN qui vont donner des informations. Mais en tout cas, moi, ce voyage aux États-Unis il y a 3 ans a été riche en leçons. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans cette partie, c'est à quel point l'idée que la science et la technologie vont rendre la police plus précise, plus respectueuse du droit, plus transparente, plus efficace aussi dans sa lutte contre la criminalité. C'est un discours, le discours de l'efficacité en gros, et de la scientificité, on pourrait dire. C'est un discours qui a traversé tout le XXe siècle. Dès le tout début du XXe siècle, il y a ce personnage aux États-Unis qui
qui va tenter de déployer les nouvelles technologies qui sont d'abord en fait nées dans le giron militaire, les déployer en matière policière pour optimiser et légitimer l'action policière à un moment où elle est très controversée pour sa corruption, pour son caractère arriéré, etc. Donc il y a une mise en scène en fait de logique de modernisation. Le pendant d'Auguste Vollmer en France, c'est le préfet Lépine, le préfet de la Seine à l'époque, on dit, qui notamment parmi les innovations de l'époque, c'est le vélo, la bicyclette, les chiens aussi, et les techniques d'identification comme l'anthropométrie judiciaire qu'on a déjà évoquée. Et comme le soulignent ces sociologues et historiens de la police, c'est vrai que cette idée que dans le temps, dans l'histoire de la police, il y a un progrès dans le respect des lois, des libertés, une forme de démocratisation de l'action policière, à travers sa professionnalisation et cette adoption et cette modernisation induite aussi par le recours aux sciences et aux techniques, est très présent. Ce récit, écrivent-ils, trace alors le parcours d'une police qui se dégage de son origine militaire pour les polices européennes continentales, devient mieux contrôlée par les autorités, plus disciplinée, plus douce, et participe ainsi à un vaste processus de pacification des mœurs, suivant une lecture trop rapide, disent-ils, des travaux de Norbert Elias sur la civilisation des mœurs. Et c'est vrai que c'est des choses en fait, qu'on voit très, très présentes dans les discours. Et c'est assez intéressant de revenir un peu sur l'histoire de ces technologies policières pour voir à quel point, à chaque fois, il y a un écart béant entre le discours qui légitime le déploiement d'une technique particulière et ses effets concrets. Un des bons exemples, c'est la voiture policière. En gros, à partir des années 20, des années 30, surtout des années 30, se déploient massivement les voitures de police avec l'idée que ça va permettre à la police d'intervenir plus rapidement lorsque des faits délictueux sont signalés. En gros, c'est le temps de réaction qui devient un indicateur clé et la voiture est censée le réduire drastiquement. Et donc, ça légitime le recours massif à cette technologie. Sauf que ça a eu des conséquences qui n'étaient pas forcément anticipées. Donc, Benoît Dupont, un sociologue, un criminologue canadien, québécois, le résume en ces termes. Les rues, les intersections, les lieux éclairés ou retirés ont remplacé comme référence les connaissances plus intimes qu'avaient les agents des individus rencontrés pendant leur ronde, effectuée à pied dans un espace géographique délimité et familier. L'autonomie individuelle des policiers et leurs aptitudes à la négociation pour se tirer de situations difficiles par le biais de la parole ont été remplacées par une théorie de l'escalade graduée de l'usage de la force, rendue opérationnelle par les moyens de communication radio, et la radio aussi qui intervient en même temps, et l'appel immédiat de renfort. Donc en gros, cette idée d'une forme de déshumanisation, de plus grande distance entre les policiers et la population, et qui induit aussi une escalade plus rapide vers le recours à la violence, donc, qui ne cadre pas vraiment du coup avec le discours sur l'histoire de la police de plus en plus libéral évoqué juste avant. Un autre bon exemple, désormais bien documenté malgré les réticences du ministère de l'Intérieur, c'est celui de la vidéosurveillance classique, sans IA. C'est la Cour des comptes qui, dès 2020, mais elle l'avait déjà fait dans des rapports précédents, rappelle qu'il n'y a aucune corrélation globale entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique ou encore le taux d'élucidation dans les enquêtes. Il y a le laboratoire d'innovation de la CNIL qui rappelle que la littérature académique en France et à l'international n'a pas démontré que la vidéosurveillance avait un impact significatif sur la criminalité. Il y a certains endroits dans lesquels c'est le cas, par exemple dans des parkings souterrains, où là, a priori, il y a des statistiques plutôt favorables et qui montrent qu'il y a moins d'incidents dès lors qu'il y a de la vidéosurveillance. Mais ce n'est pas du tout transposable à plein d'autres contextes urbains. Et malgré donc... Alors, je pense qu'à ce stade, c'est important de rappeler que la vidéosurveillance classique, qui s'est déployée massivement, d'abord à partir des années 90, à l'échelon local, puis des grands programmes nationaux votés sous la présidence de Sarkozy. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'est Brice Hortefeux, son frère est à la tête patron d'une boîte qui vend de la vidéosurveillance. Il fait voter une des lois de programmation de la sécurité intérieure qui va créer des programmes de subvention massifs par l'État de l'achat par les communes de vidéosurveillance. Donc aujourd'hui, une commune, lorsqu'elle déploie une caméra de vidéosurveillance, qui peut coûter autour de entre 10 000 et 50 000 euros selon les cas, ça peut... la moitié de cette somme est prise en charge par le ministère de l'Intérieur, par le budget national. Donc en fait, le coût financier pour la commune est largement amorti par ces subventions étatiques. Et ça, c'est des programmes qui ont été décidés sous Sarkozy.
ce qui a conduit à l'explosion du nombre de caméras. Aujourd'hui, en France, il y a autour de 100 000 caméras de vidéosurveillance placées sur la voie publique par les collectivités locales. Et à Paris, c'est géré principalement par la préfecture de police de Paris et les régies de transport aussi, évidemment. Et je ne les compte même pas dans les chiffres. Les 100 000 caméras, c'est sur la voie publique, ce n'est pas dans les réseaux de transport. Il y en a autour de 2200 à Marseille, désormais. Et alors, je n'ai pas mentionné le coût de maintenance. Et tout ça pour dire que, du coup, je vous mentionne ce système pour souligner à quel point, forcément, le ministère de l'Intérieur a une traçabilité sur le nombre de caméras dont ils ont subventionné l'achat. Ils n'ont jamais publié ces statistiques. Donc en fait, les 100 000 caméras, je ne sais même pas d'où vient le chiffre. Il est présent dans des rapports parlementaires, dans des rapports de la CNIL, je ne sais pas d'où il sort. Mais il n'y a aucun rapport du ministère de l'Intérieur, alors que ça fait 15 ans que ces technologies sont déployées, que la Cour des comptes se plaint du manque d'évaluation de l'efficacité. Il n'y a aucune étude sur combien d'argent coûte la vidéosurveillance aux contribuables français, quel est le rapport coût-efficacité. Et les seules études empiriques qui ont été menées sur le rapport coût-efficacité, c'est des sociologues comme Laurent Mucchielli ou d'autres dans d'autres villes qui vont avoir accès en fait à des dossiers d'enquête à travers les tribunaux pour voir en fait à partir de l'étude des dossiers les cas dans lesquels les images de vidéosurveillance ont joué un rôle dans la résolution des affaires, un rôle significatif dans la résolution des affaires. Et ce faisant, il montre qu'à Marseille ou Nice par exemple, c'est seulement dans 3% des affaires que la vidéosurveillance a joué un rôle. Donc c'est quand même très faible. À Grenoble, l'étude parle plutôt de 1,13% des dossiers. Donc, et si on extrapole les quelques chiffres à disposition avec le nombre de caméras, effectivement le coût de maintenance, en fait, et c'est une évaluation au pifomètre, mais l'ordre de grandeur, c'est des milliards d'euros en 10 à 15 ans, si ce n'est pas au-delà de 10 milliards d'euros. Donc c'est une dépense publique colossale qui n'est jamais évaluée, qui abonde un secteur économique assez conséquent, qui fait un chiffre d'affaires, je crois, la vidéosurveillance publique et privée, c'est plus d'1 milliard d'euros par an en France, et qui permet à certains politiciens et politiciennes de se faire réélire en agitant le solutionnisme technologique, l'idée que la technologie va répondre à ce problème social et politique qu'est la violence ou la délinquance. Et le pire, c'est que dans plein de cas, en fait, le déploiement de ces technologies très coûteuses peut être carrément contre-productif ou même absurdément inefficace. Il y a un exemple, je donne juste l'exemple et je vous donne la parole, mais c'est Manuel Valls qui, en 2015, en réponse aux polémiques sur le contrôle aux faciès, va décider du déploiement massif des caméras piétons des policiers, en disant, comme ça, on pourra, comme ils devront le déclencher lors d'intervention, on pourra visionner ces images et voir s'il y a eu des abus, des insultes racistes, etc. En France, est-ce que vous avez déjà vu des cas de violence policière documentés par les caméras piétons ? À chaque fois, c'est des smartphones, éventuellement des images de vidéosurveillance, mais souvent elles disparaissent lors des enquêtes. Et donc, non, en fait, ça sert surtout à la police, aux enquêtes judiciaires, et à abonder tout un champ aussi qui prospère lui aussi assez bien de production audiovisuelle pour en fait faire des émissions sur la police, quoi. Je ne sais pas si vous allez sur YouTube, il y en a plein à la télé, mais sur YouTube, il y a une chaîne comme Police Action. C'est des images filmées par les flics avec des journalistes d'extrême droite embarqués et qui, vous verrez, la représentation du monde issue de ces reportages, c'est vraiment accablant, quoi. Qui présentent les flics comme des cow-boys et c'est bardé de sexisme, de racisme ordinaire. Et il y a des caméramans souvent, mais très souvent, on voit aussi des images issues des caméras piétons être utilisées dans ce cadre. Attends, je t'apporte un micro. Bonsoir. Est-ce que la vidéosurveillance, dans le code de la route, des fois on voit au feu, il y a des images de caméra. Est-ce que ça dissuade? Est-ce que ça a montré son efficacité ou pas? Sur la vidéo-verbalisation ? Oui. Non. Et à vrai dire, effectivement, on voit ces panneaux, mais on sait qu'il y a des communes qui l'utilisent, évidemment. J'ai plus les chiffres en tête, mais notamment à Nice, ils pratiquent ça beaucoup pour le stationnement non autorisé, quoi. Et donc, ils vont, depuis les caméras, rédiger des procès-verbaux de contravention pour des véhicules mal garés, etc. Mais rarement pour d'autres motifs. Et en réalité, il y a
On n'a jamais vu. Il y a quelques chiffres donnés par les mairies sur le nombre de vidéo-verbalisations qu'elles ont pu faire. Mais c'est très peu utile. Ça a l'air assez peu utilisé au fond. Mais il y a quand même des velléités d'automatiser ça. C'est-à-dire que les vendeurs de vidéosurveillance algorithmique, lorsqu'ils vont voir les directeurs des services des communes, l'un des arguments, c'est de dire que vous allez pouvoir automatiser la vidéo-verbalisation puisqu'on pourra détecter automatiquement des véhicules mal garés, qui vont à contresens, qui grillent des feux rouges, etc. Je vais essayer d'avancer un petit peu sans aller trop vite, mais je voulais juste rappeler à quel point, en fait, tout ce discours sur la science et la technique comme outil de gain d'efficacité de la police, ça a été démenti dès les années 70 et les premiers programmes d'informatisation de la police visant à informatiser les fichiers. Donc il y a cette citation d'un policier cité par Eric Hellman qui rappelle à quel point l'informatisation des fichiers n'a pas remédié au défaut de maîtrise de la documentation policière, écrit-il, cloisonnement entre services, prolifération des fichiers et des méthodes, caractère obsolète ou anachronique des fichiers, défaut d'expurgation de cette documentation, saturation des systèmes en place, défaut de régulation initiale, religion du volume au détriment de la valeur intrinsèque du document, primauté du quantitatif par rapport au qualitatif, etc. Et sauf qu'en pratique, donc, ça ne fait pas vraiment gagner en efficacité. Alors, il y a certaines technologies, oui. Par exemple, je dois quand même mentionner le fait que, donc je vous parlais de reconnaissance faciale, la reconnaissance faciale est autorisée en France a posteriori, pas en temps réel, mais par exemple dans le cadre d'une enquête, si on a la photo d'un suspect, photo de son visage, on peut le passer sous le prisme d'un algorithme qui est greffé au plus important fichier de police qui est le fichier de TAJ, fichier de traitement des antécédents judiciaires. L'algorithme va essayer de voir si en fait cette photographie d'un visage de face d'un suspect trouve des correspondances il y a autour de 10 millions de photographies de face dans le fichier de TAJ. Il va voir s'il y a des fiches qui correspondent et faire remonter 1, 2, 3, 4, 10 résultats avec des taux de correspondance statistiques pour aider le policier en fait, à filtrer et éviter de devoir en fait, se servir. Il y a plein d'autres critères dans le fichier TAJ, par exemple la couleur de peau, l'âge, etc., qui pouvaient être utilisés, mais là, ça permet d'avoir un filtre beaucoup plus efficace. Ça, c'est utilisé, c'est les chiffres de 2023 donnés dans un rapport parlementaire et par le ministère de l'Intérieur, du coup, là, les chiffres existent. Près de 1500 fois par jour par les enquêteurs de police judiciaire. Normalement, c'est autorisé que dans le cadre d'enquête pénale. En pratique, on a plein d'anecdotes sur le fait que c'est utilisé pour faire du contrôle d'identité, c'est-à-dire que le policier va prendre la photographie d'un manifestant dans la rue ou dans le cadre d'une patrouille qui ne voudrait pas, par exemple, s'identifier et va passer sa photo dans le fichier TAJ pour voir s'il est déjà fiché et pouvoir l'identifier de cette manière. Ça, c'est complètement illégal. Normalement, TAJ, la reconnaissance faciale a posteriori, n'est utilisée que dans le cadre d'une enquête pénale. Et donc ça, effectivement, on se dit que la police gagne énormément de temps à faire ça plutôt que de devoir avoir 4 ou 5 personnes qui, pendant des jours, je pense que ça prenait vraiment beaucoup de temps, devoir faire ce travail à la main. Donc là, il y a un gain de productivité réel. Mais sur d'autres technologies, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces technologies, dans tous les cas, elles sont imbriquées à un système policier qui est discriminatoire, raciste, violent. Je vous ai parlé de la bodycam tout à l'heure et mon ami Vic, là, dont je parlais au tout début, qui me sert un peu de fil rouge narratif dans cette partie du livre, m'explique en patrouille à quel point, depuis qu'ils ont des caméras piétons, en fait, sa capacité à faire désescalader une situation, par exemple une altercation entre deux hommes, est complètement empêchée parce qu'en fait, il y a une infraction qui est commise. À partir du moment où il intervient, il doit déclencher sa caméra et donc il doit faire appliquer la loi. Et donc, si une infraction a été commise, il doit emmener une personne au poste, quoi. Même si cette personne est, par exemple, sous un visa assez précaire aux États-Unis, que en fait, la moindre condamnation peut lui valoir une déportation, de perdre un droit de garde sur son enfant ou que sais-je encore. Donc, cette possibilité, en gros, de s'adapter au contexte et d'avoir une marge d'interprétation dans la manière dont le policier va gérer une situation, ça peut être vu comme une bonne chose si le policier est raciste et qu'il est violent et qu'il est mieux contrôlé. Mais on a vu avec les bodycams en France que ce n'était pas vraiment le cas. Mais ça peut, à l'inverse, aussi jouer contre des formes de désescalade dans des situations tendues. Ce que me raconte aussi mon ami Vic, c'est à quel point, en fait, à la fois, il
il suit ce discours sur la technologie qui nous fait gagner en efficacité, qui nous rend plus smart, etc. Et en même temps, il a tout un discours aussi très critique où il voit à quel point ces technologies sont aussi là pour fliquer les flics. C'est-à-dire que c'est des technologies utilisées par le management pour mieux contrôler l'action policière. Et les flics de base sur le terrain le vivent assez mal, comme tous les travailleurs impactés par ces logiques de surveillance au travail. Et ce qu'on a documenté avec ma camarade Eda, à travers notre enquête sur les systèmes de police prédictive, c'est à quel point, en fait, dans ces systèmes sont inscrits dans le code informatique des fausses croyances criminologiques. Par exemple, l'idée que les petits actes de délinquance dans une zone donnée vont, à terme, si on ne fait rien, pour y répondre avec la plus grande fermeté, dégénérer en de grosses infractions. C'est la théorie de la vitre brisée qui était très prisée par l'extrême droite américaine à partir des années 80 et qui semble être un peu une doxa dans le monde policier et qu'on a pu documenter que c'était inscrit dans le code informatique de ces systèmes de police prédictive qui donc orientent les patrouilles dans tel ou tel quartier, alors même qu'ils ont été complètement affirmés en criminologie. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les études criminologiques, on n'arrive à faire aucune corrélation stable entre le taux de délinquance et la criminalité. Pardon, entre le taux de délinquance et d'autres variables sociodémographiques. Il n'y a pas de logique stable dans le temps ou l'espace, bizarrement. Et c'est vrai que le dernier point, et après je passe à la dernière partie, et c'est inspiré par ce témoignage de Sarah Hamid, qui était une chercheuse et militante qui a beaucoup travaillé sur les technologies de surveillance utilisées par la police de Los Angeles. C'est que ces technologies, en fait, ce n'est pas juste des technologies de surveillance qui magnifient le regard policier, le rendent permanent, général et invisible. C'est des technologies qui sont directement articulées avec la violence dans l'institution policière et le vecteur. Et en ce sens, ce sont des technologies violentes et carcérales. Et 2 exemples pour l'illustrer. Et malheureusement, c'est que quelques exemples qui nous sont parvenus. Et c'est très dur de faire ce travail de documentation un peu systémique pour voir à quel point ces technologies conduisent à amplifier la violence policière. C'est l'exemple d'un avocat à Rouen qui m'a transmis ce compte-rendu en fait, d'un acte d'identification par reconnaissance faciale dans le fichier TAGE que j'évoquais à l'instant, où une jeune femme qui parlait peu français, interpellée pour vol à l'étalage en Normandie, est emmenée en garde à vue à la gendarmerie. Les policiers, les gendarmes cherchent à l'identifier à travers le fichier TAGE parce qu'elle donne une identité dont ils doutent. Ils pensent que ce n'est pas son vrai nom. Donc ils cherchent à l'identifier via la reconnaissance faciale. Remontent une photo qui est la photo de droite en numéro 1 dans les résultats. Et donc le policier écrit dans le PV là, il apparaît qu'en faisant une comparaison faciale, la dénommée X, donc le nom donné par cette femme, enregistré à 1, présente une similitude à 68% avec le cliché pris de Madame X, qui est la personne déjà fichée. Et en fait, l'avocat m'appelle parce que le procureur sur la base de ce PV, estime que c'est les 2 mêmes personnes. Or, la personne à droite, déjà fichée, est sous obligation de quitter le territoire français. Donc en fait, le procureur va utiliser ce PV et ce taux de correspondance de 68% pour dire que c'est la même personne, que du coup, la personne en garde à vue doit être déportée. Et elle est placée de fait, parce que le juge suit le procureur, la personne est placée en centre de rétention administrative. L'avocat a fini par réussir à la faire sortir, mais lui, ça c'est des semaines plus tard, quand il m'appelle et que la décision n'est pas encore tombée, il est scandalisé parce qu'en fait, il dit, mais en fait, on regarde les 2 photos et c'est évident que ce n'est pas la même personne. Et en fait, ce à quoi ça renvoie cette anecdote, et a priori, il y a d'autres affaires de ce type, c'est-à-dire que cet avocat me racontait aussi qu'une collègue à lui avait eu un cas exactement similaire, tout à fait similaire. Ce à quoi ça renvoie, c'est à quel point la technologie et le vernis de scientificité, de précision d'un système tel que la reconnaissance faciale peut être instrumentalisé pour justifier une décision policière et judiciaire, en l'occurrence, complètement arbitraire et tout à fait significative. Et un autre exemple où là encore, il y aurait d'autres anecdotes à mentionner, mais juste pour illustrer, c'est le cas de Chris Kaba, qui est un jeune père de famille noir dans la banlieue de Londres, qui conduit un véhicule qui n'est pas à lui, qu'on lui a prêté. Ce véhicule est fiché par la police pour avoir été en lien avec des incidents impliquant des armes à feu.
il est flashé par un système, ce qu'on appelle les systèmes LAPI, de lecture automatique de plaques d'immatriculation, donc en gros de la VSA pour reconnaître des plaques d'immatriculation, la vidéosurveillance algorithmique. Donc c'est un véhicule de patrouille dans la banlieue de Londres qui flash le véhicule. L'ordinateur de bord fait ressortir le numéro. Le véhicule est fiché comme étant lié à cet incident. Du coup, ça met les policiers sur une forme d'hypervigilance. Ils prennent en chasse le véhicule, finissent par lui couper la route, se garent devant lui, quoi, en gros, enfin lui coupent la route. Les policiers descendent, et alors que Chris Kaba, on ne sait pas bien, mais il est encore derrière le volant, il se prend un tir à quelques mètres de distance et meurt sur le coup. Donc en gros, là, c'est un exemple qui permet de montrer à quel point, en fait, ces technologies, elles peuvent quelque part décupler une forme d'arbitraire. C'est-à-dire que les policiers sont mis en alerte pour un motif qui est complètement, en fait, qui n'a pas lieu d'être, puisque le Chris Kaba conduisait pas ce véhicule, n'était pas propriétaire du véhicule, et que donc les policiers sont mis dans une forme d'hypervigilance par la technologie, qui va ensuite déclencher le passage à la force létale très rapidement. Et je vais aller très vite sur la dernière partie, qui est plus juridique, où en fait, l'un des derniers enseignements de cette campagne Technopolis, en tout cas moi qui m'a le plus interpellé, c'est à quel point le droit et des contre-pouvoirs institués comme la CNIL ou les tribunaux ou les lois censées protéger nos libertés face au progrès et à la légalisation croissante de ces technologies, à quel point ce droit vient en fait légitimer ces processus et quelque part nous désensibiliser au fait qu'on bascule en fait dans des régimes politiques de plus en plus surveillés et de moins en moins compatibles avec les formes de vie démocratiques. Et là, l'anecdote qui sert de fil rouge, c'est une soirée que j'ai passée en juin 2023, à la soirée de gala du lobby de la vidéosurveillance, dont vous avez une photo à l'écran, qui est une espèce d'événement quasiment que des hommes blancs en costume, des commerciaux de boîtes de vidéosurveillance qui viennent écouter en l'occurrence un parlementaire qui est Philippe Latombe, qui est membre de la CNIL, membre du MoDem, et qui est, ces dernières années, il occupe la position assez interchangeable en fait, de la personnalité politique qui agit comme le relais des industries de surveillance. À l'époque, il vient de publier un rapport qui appelle à élargir assez largement l'usage à différentes technologies de surveillance, dont la reconnaissance faciale. Je passe rapidement, mais juste pour vous parler aussi d'une campagne qu'on a menée autour du règlement IA qui a été adopté l'an dernier et qui, avec nos camarades ailleurs en Europe, on a essayé de faire interdire la reconnaissance faciale en temps réel dans ce texte. La Commission européenne semblait vouloir nous suivre. Et à l'arrivée, comme l'a documenté le média d'investigation Disclose l'hiver dernier, en fait, la France, pendant les négociations, a fait des pieds et des mains pour obtenir des dérogations les plus larges possibles pour permettre le recours à ces technologies. Donc en gros, le règlement IA, il y a un article 5 qui concerne les usages de l'intelligence artificielle qui sont prohibés. Il y a un sous-article qui parle de la reconnaissance faciale et effectivement, il dit la reconnaissance faciale en temps réel est interdite, donc pas a posteriori, mais en temps réel. Alinéa 2, c'est plein de dérogations. Et donc c'est autorisé pour retrouver des personnes recherchées, des personnes disparues, des suspects de terrorisme, et un alinéa qui était passé assez inaperçu, qui dit que toutes les enquêtes pénales portant sur des infractions punies par plus de 4 ans de prison peuvent aussi recourir à la reconnaissance faciale en temps réel. Donc en gros, on peut chercher le truc des fichiers S tout à l'heure. En fait, imaginez, on cherche une personne dans le cadre d'une enquête pour une infraction punie par plus de 4 ans de prison, et on peut déclencher un système de surveillance en temps réel pour la retrouver. Peut-être demain, en ayant la capacité technique de croiser 100 000 caméras de vidéosurveillance placées sur la voie publique. Et 4 ans de prison, ça va très vite dans le code pénal. C'est-à-dire que des actes de sabotage ou de désobéissance civile venant de militants écologistes, par exemple, ça passe facilement sous les fourches de cette disposition. Voilà, mais je vais arrêter ici. J'ai déjà été assez long. Mais du coup, ça fait 1 heure avec mon quart d'heure de retard. Il ne nous reste pas énormément de temps. Merci pour votre attention.
souriez, vous êtes filmé. En plus, c'est vrai. Qui veut intervenir? Allô, allô, allô. Si tu veux parler, je te prête le micro. Qui veut intervenir? Est-ce que ça, c'est pas des grands moyens pour un État policier et carcéral qui n'a pas les moyens, quoi, hein, parce que ça sert à quoi de pister les OQTF et les gens comme ça qui ont eu des problèmes avec la justice, hein, si les prisons sont pleines, on va les mettre, on va faire des camps de concentration comme en Chine ou avec les Ouïghours, où la peine de mort, là, c'est la plus utilisée du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le problème. Après, vous parlez des résistants, là. Les résistants, ils étaient dénoncés la plupart du temps, hein. Moi, je sais qu'en bas des immeubles, il y avait des mouchards et ils dénonçaient. Moi, j'ai vu un film sur les nazis. À la maison, ben, il y avait une femme qui montait souvent. Ils sont tous allés lui demander le certificat de mariage. C'était obligatoire s'il y avait une femme qui rentrait. C'était comme ça. Et maintenant, ici en France, on va vous demander le certificat de bonne mœurs. Si ça continue comme ça, il faudrait se demander aussi pourquoi la France est le pays le plus répressif. Il y a 30 salles de shoot en Allemagne, il y en a 16 ici, il n'y a rien, quoi, hein. La prostitution est légale et le cannabis aussi en Allemagne et dans tous les pays. Pourquoi en France, hein, c'est tout interdit? Pourquoi la France? Merci. Qui d'autre? Bonsoir. Désolée, je suis arrivée un peu en retard. Je ne sais pas si tu l'as évoqué en début de présentation, mais j'étais curieuse de savoir quels sont les acteurs qui mettent ces technologies sur le marché. Est-ce que la France, par exemple, on achète des technologies américaines, chinoises? Est-ce qu'il y a des capacités de production nationales sur le territoire? Et est-ce que l'expansion de ces technologies comment dire, donne potentiellement à des acteurs étrangers l'accès à des données sensibles également sur ces enjeux-là? Alors l'enjeu de la souveraineté est un gros sujet évidemment, qui avait d'ailleurs été abordé, qui est abordé dans le rapport parlementaire de Philippe Latombe là, que j'évoquais à la fin. Notamment dans le cadre de l'expérimentation que je n'ai même pas mentionné de la vidéosurveillance algorithmique dans le cadre des Jeux Olympiques l'an dernier, donc qui était la première expérimentation légale de cette technologie alors qu'elle est déployée par des centaines de communes sur le territoire français, illégalement du coup. Le seul cadre légal qui a permis de le faire, enfin de permettre l'expérimentation légale de cette technologie, c'était pendant les Jeux Olympiques et dans le cadre des grands événements publics, récréatifs et sportifs qui sont tenus avant et après jusqu'en mars dernier. Et là, ils essayent de relancer cette expérimentation avec la loi JO 2030. Tout ça pour dire que dans le cadre de l'examen de cette loi, il y avait un grand enjeu à pouvoir réserver les marchés publics qui étaient ouverts dans le cadre de cette expérimentation et réservés à des acteurs français et européens. Parce qu'en effet, il faudrait discriminer et distinguer selon les types de technologies. Mais effectivement, en matière de vidéosurveillance, par exemple, si on parle des caméras elles-mêmes, le matériel chinois étant le moins cher et le plus efficace, c'est autour de 30 à 50% des caméras installées sur la voie publique, c'est du matériel chinois. Ensuite, souvent, en fait, c'est des fabricants de bodycam ou de caméras de vidéosurveillance chinois donc, qui vont les revendre et les refourguer à travers des intégrateurs qui sont des boîtes françaises. Donc, par exemple, à Marseille, l'une des sociétés qui déploie la vidéosurveillance et qui déploie donc du matériel très souvent chinois quand on parle de la caméra et des algorithmes de VSA israéliens ou autres à travers d'autres sociétés qui vont développer la couche algorithmique, disons. Un intégrateur, c'est par exemple la SNEF, qui est une grosse multinationale qui fait du service aux collectivités locales, du génie électrique, génie civil, et qui a toute une branche pour installer, gérer des parcs de vidéosurveillance, et c'est l'un des prestataires phares à Marseille. Et typiquement à Marseille, la vidéosurveillance algorithmique avait été testée à partir de 2019, donc avant les dernières municipales. Nous, on a attaqué cette expérimentation, ça a été prorogé par la nouvelle mairie qui a défendu ce projet illégal, et on a perdu devant la juridiction, enfin la justice administrative, pour des motifs de procédure, alors qu'au fond, même Darmanin à l'époque disait que les déploiements locaux de la VSA étaient illicites.
Mais pour revenir à ta question sur la souveraineté, il y a des acteurs, en fait, en France, peut-être ça rejoint la remarque précédente, mais en France, parmi d'autres pays européens, on est vraiment l'un des pays en Europe qui a le plus d'acteurs industriels. J'inclus là-dedans à la fois les multinationales comme Idemia, un géant de la biométrie, Thales, donc, que j'ai évoqué, mais aussi des startups, Videtix, qui notamment étaient en pointe sur l'expérimentation liée à la loi JO, ou 22 aussi, qui est une startup de VSA. Donc il y a comme ça différents types d'acteurs, très appuyés, relayés, outillés et financés par les pouvoirs publics, qui se sont positionnés comme les leaders européens. Il y a aussi toute une évolution assez étrange autour d'un groupe qui s'appelle Chaps Vision, qui est une espèce de holding fondée par un ancien polytechnicien homme d'affaires, qui depuis 3-4 ans rachète, en fait est en train de faire une intégration horizontale dans le secteur de la surveillance de manière générale. Il rachète plein de boîtes, celles qui collectent les métadonnées dans le cadre d'enquêtes pénales à partir pour les analyser, les systèmes donc, de vidéosurveillance algorithmique, des systèmes de cybersécurité, enfin toutes sortes de boîtes dans le champ de la surveillance, et se présente comme une garantie de solutions de surveillance souveraine pour les pouvoirs publics français et européens. Et bien évidemment, il y a aussi l'enjeu de l'exportation de ces technologies. Donc le gouvernement français promeut ces industriels à l'étranger, notamment en Afrique, qui est l'un des terrains de chasse des grands groupes en matière de surveillance au niveau international. Et en gros, on a parlé des groupes chinois, mais c'est aussi vrai de groupes états-uniens. Par exemple, les caméras piétons, j'oublie le nom de la grosse boîte, c'est Axon, qui développe des caméras piétons et qui a vraiment presque un monopole sur ces matériels, en tout cas qui a des très grosses parts de marché. Il y a aussi beaucoup de matériel chinois. Et on a aussi vu beaucoup de boîtes israéliennes investir les marchés en France, notamment Briefcam, qui vend des systèmes de vidéosurveillance algorithmique qui sont déployés par plein de communes et que la police nationale a utilisé illégalement aussi dans le cadre d'enquêtes pénales, comme l'a révélé Disclose il y a 2 ans. Merci. C'est juste pour, moi, peut-être qu'une expérience qui revient depuis les années presque de la guerre, pour venir à l'âge 40-45, période sinistre, que j'espère ne se répétera pas. Voilà. C'était pour dire que l'exemple que vous avez donné me rappelle d'autres exemples que j'ai vécu ou que j'ai vu, j'ai été témoin. Mais par exemple, la personne qui a fait un vol à l'étalage. Donc, si j'ai bien compris, quelque chose, je pense, de minime. Hein. Donc, la police se déplace, sauf erreur. Et elle amène la personne, elle compare donc les photos, elle se trompe. Si je ne veux pas oublier aussi un autre exemple, mais alors là, dans un autre domaine d'un criminel. Il s'appelait Le Grêlé. La police avait classé l'affaire parce que ça ne correspondait pas à la possibilité qu'un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur puisse être un terrible assassin. Il s'appelait Le Grêlé, voilà, il y a quelques années. Je reviens à l'anecdote du... Voilà, hein, ça correspondait, un fonctionnaire est au-dessus de tout soupçon, bien entendu. Eh bien, si je ne suis pas trop long, c'est de dire que j'étais témoin de gens qui ont réclamé dans des grandes surfaces. Eh bien, c'est ce qu'un film, La loi du marché, je crois Vincent Lindon, et il est embauché, puis il termine un jour dans cette grande surface avec plein de caméras. Mais les caméras surveillent celui qui aurait peut-être goûté. Un jeune homme a été tué pour 1 € par 4 vigiles. Le film ne le démontre pas. Mais si la police qui est venue, oui, par 4 vigiles, là, les caméras n'ont rien enregistré. Il a fallu, comme beaucoup de manifestations, ou que quelqu'un, comme à Marseille filme un jeune homme qui est sorti du travail, rue Dragon, enfin rue Paradis, et il a été pratiquement assassiné par la police. Eh bien, heureusement que quelqu'un avait un portable, parce que tout ce qui était informatique et qui devait filmer l'agression de la police avait disparu. Des exemples comme ça, j'en ai encore en mémoire beaucoup. On va parvenir à George Floyd et en France, à tous ces contrôles aux faciès, excusez-moi, qui déterminent qu'effectivement, des gens se croient au-dessus de tout soupçon. Ils ont... moi, je suis, excusez-moi, enfant de résistant et demain, je continuerai à 92 ans.
Non, c'est bien. Et peut-être si je vais faire si on conclut l'échange, juste parce que en fait, j'ai assez peu parlé de Marseille, mais je veux juste vous livrer un peu mon sentiment personnel, mais qui est partagé par pas mal de mes camarades donc, du groupe Technopolis Marseille. J'ai oublié de le dire aussi, donc on a un petit collectif qui s'est organisé à Marseille. On se réunit tous les deuxièmes jeudis du mois à 19h à Manifesten, rue Thiers. C'est qu'on a beaucoup espéré en 2020. On avait fait une lettre ouverte aux équipes en lice pour les municipales pour appeler à la fin des différents projets technosécuritaires qui avaient été mis en place par la précédente mairie. On a beaucoup espéré que la dynamique de gauche plurielle et citoyenne dont est issu le printemps marseillais permette de faire davantage la lumière sur à la fois ces déploiements, d'y remédier et aussi de battre en brèche peut-être le solutionnisme technosécuritaire, cette idée que la technologie et la police sont la réponse à tout un tas de problèmes et notamment à la délinquance. Qu'on puisse un peu sortir de ces automatismes qui se sont installés dans le champ politique en France depuis 30 ans. Et malheureusement, on a été extrêmement déçus. Et je ne le dis pas, je vous ferai votre avis évidemment avec les municipales qui s'annoncent. Mais je pense que c'est un élément d'information important et qu'on doit nous partager. C'est que dans nos demandes, il y avait de mettre fin à l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique, qui était illégal, dangereux et une dépense d'argent public non pertinente. Il s'est avéré qu'en fait cet outil-là, c'est disponible en partie en version non policière sur une plateforme qui s'appelle M-Pulse, qui a été lancée par la mairie sous l'initiative de Christophe Hugon, qui est l'élu du Parti Pirate en charge des systèmes d'information et de la transparence administrative à Marseille. Il l'a vendu comme un espèce d'outil de visualisation cartographique de la ville de Marseille. Bon, au final, l'espèce de projet Big Brother qui était anticipé ne s'est pas matérialisé. C'est un outil qui fait à peu près rien d'intéressant. Pas vraiment de la surveillance non plus. La police s'en sert à Marseille pour essayer censément de savoir si le déploiement policier anticipé autour d'un marché ou d'une manifestation est adapté en fonction de la disposition des caméras sur le parcours ou dans l'emplacement en question, bref. Et a priori, c'est non seulement c'est la seule fonctionnalité de cet outil qui en prévoyait bien d'autres, mais en plus, ça n'a pas l'air utilisé. Mais ce qui est choquant sur cet observatoire, donc, qui est devenu M-Pulse, c'est qu'il y a eu tout un rebranding de la part de la mairie pour en faire un espèce d'outil de transparence citoyenne. Et je ne sais pas, M-Pulse, à mon avis, vous n'êtes jamais tombé dessus, ça ne sert à personne, mais ils n'ont pas fait la lumière sur le projet. Toutes nos demandes en fait, de suivi de cette expérimentation se sont heurtées en matière juste de transparence administrative. La loi n'a pas été respectée. Donc ça, c'était sur l'observatoire Big Data. Sur l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, on a dû aller devant le tribunal administratif. La nouvelle mairie a défendu la licéité du projet, alors même que c'était évident que c'était illégal. Et jusqu'au bout, ils l'auront fait. Là encore, nos demandes CADA, donc d'accès aux documents administratifs, n'ont pas été honorées malgré des avis positifs de la CADA. On a demandé un audit citoyen des politiques de sécurité à Marseille. On avait l'idée qu'à l'échelle d'arrondissement, on puisse s'organiser, faire des grandes conférences publiques, des conférences citoyennes pour mettre en question un peu la manière dont qu'est-ce que c'est que la sécurité autrement que par la police, parler aussi des enjeux policiers évidemment, mais élargir peut-être ces questionnements, permettre de faire la transparence aussi sur les commandes publiques, les achats de matériel, les doctrines liées à la police municipale et peut-être la police nationale. Au final, donc le Printemps Marseille avait repris cet engagement en le diluant un petit peu, et au final, ils ont juste demandé à une boîte, un cabinet privé, de faire un audit des systèmes de vidéosurveillance. Ça leur a servi à en gros, demander à l'État d'être davantage subventionné en matière de vidéosurveillance et de davantage partager les coûts dans l'implémentation du parc. On avait la demande d'un moratoire sur l'extension du parc de vidéosurveillance. Il a tenu quelques mois avant que, notamment dans le cadre du plan Marseille en grand, Emmanuel Macron et Darmanin fassent pression pour que, en gros, remettre en cause l'extension de la vidéosurveillance. C'est un blasphème en fait. Donc ça n'a pas tenu. Il y a eu des pressions de l'État et notamment dans le cadre du plan Marseille en grand, en lien avec l'instrumentalisation du trafic de stupéfiants. Il y a eu la relance de l'extension du parc de vidéosurveillance avec l'achat de 500, la programmation de 500 nouvelles caméras. Donc là encore un renoncement. Et puis plus globalement, vous avez pu le mesurer depuis 1 an et demi à Marseille, qui était une ville où moi j'avais le sentiment que par rapport à d'autres grandes villes françaises, la présence policière était mesurée. Mais je trouvais ça plutôt bien, malgré l'omniprésence de la vidéosurveillance quand même. Moi je trouve que depuis 1 an et demi, je pense que c'est le changement de préfet
qui a entamé ce changement, l'arrivée des Jeux Olympiques aussi, mais une surprésence policière, notamment moi je trouve que le recours à la sirène de police s'est banalisé ces quelques derniers mois, de manière assez impressionnante. Et là où on aurait pu attendre peut-être une mairie, un pouvoir local qui peut-être tente de mesurer un peu les ardeurs de la police nationale et du ministère de l'Intérieur, on a plutôt en fait une demande d'intervention très forte. Benoît Payan qui est allé se faire prendre en photo à côté d'Emmanuel Macron et Darmanin lors des opérations Place Nette, qui dans les politiques aussi de lutte contre le trafic de stupéfiants extrêmement agressif de la part de la police Place d'Aix. En fait, je ne sais plus quel document municipal, vous aviez une ribambelle en fait, de motos et de véhicules de police et de vélos devant la porte d'Aix en mode la police municipale gère l'affaire. Donc une manière de s'inscrire en fait, dans la continuité de l'initiative du préfet de police visant à pilonner, je crois que c'est le terme utilisé, la place d'Aix à base de contrôle policier sur des populations précaires en proie au trafic, alors même que, j'espère ne pas me tromper, mais j'avais lu ça dans la presse, on l'avait partagé avec mes camarades de Technopolis Marseille, donc il y a une répression très forte du trafic de stupéfiants qui en fait conduit à ce que des jeunes racisés se retrouvent au Baumette et la vie bousillée, quoi, sans que les gros bonnets, semble-t-il, ne prennent trop cher, même s'il y a quelques succès. Bref, mais on sent que c'est un peu le tonneau des Danaïdes, la lutte contre le trafic de drogue. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, le budget municipal pour prévenir les addictions, j'ai lu dans la presse, je ne crois pas me tromper, que c'est de l'ordre de 50 000 euros. Donc l'argent versé aux associations qui font de la prévention autour des risques sanitaires liés à la consommation de drogue. C'est peanuts, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que l'espoir d'essayer de défaire un peu ce solutionnisme technosécuritaire à l'échelle nationale ou locale, malheureusement, a été plutôt déçu. Et que malgré tout, là, avec mes camarades de Technopolis Marseille, ont entamé un effort assez important ces dernières semaines pour essayer de contacter beaucoup de collectifs, que ce soit des gens qui travaillent sur la sécurité sociale de l'alimentation, que ce soit évidemment les collectifs de familles de victimes du narcotrafic, que ce soit des associations qui font justement de la prévention autour des risques sanitaires des drogues, qui luttent contre le mal logement. Voilà, plein d'acteurs, en fait, militants et associatifs et de personnes concernées par les enjeux de sécurité au sens large, pour essayer de discuter et de voir si on ne peut pas tomber d'accord en fait, sur des propositions qui conçoivent et promeuvent une sécurité qui ne soit pas basée uniquement sur une réponse policière, et plutôt qui promeuvent d'autres approches, parce que ça manque beaucoup. Et puis on va aussi observer les promesses municipales liées à l'installation de nouvelles caméras, pas seulement à Marseille, mais c'est à peu près partout en France. Il faut qu'on s'en aille. Pardon. Ouais, Dans 2 semaines, on fera parler les historiens et les économistes. Belle soirée à tous. Bonne soirée. Désolé encore du retard.